Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Mona Lillian Tinsley est née le 14 novembre 1926 à Newark-on-Trent, dans le Nottinghamshire, en Angleterre. Elle était l'un des 7 enfants nés de Monsieur Wilfrid et Madame Lillian Tinsley. À l'époque, Newark-on-Trent était une ville de marché animée, reliée aux grandes villes par la Great North Road. La place du marché restait le cœur de la vie locale, entourée de boutiques anciennes et dominée par les ruines du château de Newark. Mona, enfant vive et intelligente, fréquenta l'école méthodiste de Guildhall Street dès qu'elle en eut l'âge. En 1937, elle avait 10 ans et, bien qu'elle fût petite pour son âge, c'était une enfant pleine d'énergie et de bonne humeur. En plus de l'école primaire, Mona fréquentait l'école du dimanche locale, où les enseignants étaient ravis de son enthousiasme, de ses bonnes manières et de sa volonté d'aider les autres. Le 5 janvier 1937, Mona est allée à l'école, puis, après les cours, a salué ses amis avant de rentrer chez elle à pied. C'était quelque chose qu'elle avait déjà fait seule de nombreuses fois auparavant, et cela lui prenait généralement environ 20 minutes. Cependant, ce jour-là, elle n'est jamais arrivée. Au fil de l'après-midi, ses parents sont devenus de plus en plus inquiets. Ce n'était pas dans les habitudes de Mona de rester dehors sans les prévenir. Monsieur et Madame Tinsley ont rendu visite aux amis de Mona, pensant qu'elle jouait et avait perdu la notion du temps. Mais à chaque maison où ils se rendaient, ils recevaient la même réponse. Personne ne l'avait vue. Au fil des heures, leur inquiétude grandissait, leur fille n'étant toujours pas rentrée. Le soir, inquiets, ils allèrent finalement à la police signaler sa disparition. Le lendemain matin, une vaste opération de recherche fut organisée et les policiers furent rejoints par environ 600 bénévoles locaux qui fouillèrent la région, inspectant les bâtiments inoccupés et allant de porte en porte pour demander aux habitants s'ils avaient vu quelque chose. Les autorités ont aussi fouillé les canaux et rivières proches, sans retrouver l'enfant disparu. La police a lancé des appels. Mais la première véritable piste est venue d'un garçon de 11 ans nommé William Henry Plackett, qui vivait à côté de la famille Tinsley. Il a dit à la police avoir vu Mona près de la gare routière de Newark avec un homme. Sa description, bien que limitée, a permis aux agents d'enquêter à la gare routière. Au même moment, une autre habitante du quartier, nommée Mademoiselle Annie Heard, a contacté la police. Elle a dit aux agents que sa fille allait à l'école de Mona. Et l'après-midi précédent, elle avait vu un homme debout dans l'embrasure de la porte en face de l'entrée de l'école. Madame Heard a dit qu'elle l'avait immédiatement reconnu comme l'ancien pensionnaire de Monsieur et Madame Tinsley. Une autre voisine a dit aux agents avoir vu un homme rôder près de l'entrée de l'école sur Guildhall Street l'après-midi. À ce moment, Mona a disparu. Charles Revel, conducteur de bus, était un témoin clé. Il a dit aux agents que le 5 janvier, un homme et une fille ressemblant à Mona étaient montés dans son bus de 16h45, reliant Newark à Redford. Il a dit qu'ils étaient tous les deux descendus du bus à Grove Street, à Redford, et que l'homme avait acheté un billet aller-retour pour lui-même, mais seulement un aller simple pour la fille. Sa déclaration a été confirmée par un passager nommé Monsieur Stanley Bates, qui voyageait également dans le bus. Il a aussi affirmé avoir vu un homme avec une jeune fille. Lorsque la police a parlé aux parents de Mona et a décrit l'homme vu avec leur fille, Madame Tinsley a dit qu'après la description, il ressemblait beaucoup à un ancien locataire, Frederick Hudson, qui avait logé chez eux en 1935. Madame Tinsley a expliqué qu'il leur avait été présenté par sa sœur, Madame Edith Grimes, chez qui Monsieur Hudson avait déjà logé à Sheffield. Cependant, elle a affirmé ne pas croire que ce soit lui, car il avait toujours paru poli et discret lors de son séjour. Madame Tinsley a ajouté que son séjour chez eux avait été bref, car il lui avait demandé de partir après quelques semaines, puisqu'il n'avait pas payé son loyer. Mais elle a souligné qu'il était parti en bons termes et a dit que malgré son court séjour, ses enfants s'étaient attachés à lui et l'appelaient affectueusement « Oncle Fred ». Elle a dit aux policiers qu'elle n'imaginait pas qu'il puisse nuire à Mona. La police s'est ensuite rendue chez la sœur de Madame Tinsley, Madame Edith Grimes, qui a révélé que Monsieur Frederick Hudson s'appelait en réalité Frederick Nodder et utilisait un faux nom en raison d'une ordonnance d'affiliation. Il s'agissait d'une obligation légale, l'obligeant à subvenir financièrement aux besoins d'un enfant dont il était le père. Selon Madame Grimes, Monsieur Nodder était un homme brutal, buvant beaucoup, avec une mauvaise hygiène, peu d'amis et un passé d'emploi instable comme chauffeur de camion et mécanicien automobile autour de Redford.
Madame Grimes disait ne pas avoir vu Monsieur Noder depuis un moment et ignorait où il vivait. Mais les voisins, interrogés par la police, ont contredit sa version et affirmé qu'un homme correspondant à Monsieur Noder avait visité sa maison peu après Noël. Suite à cela, la police a mené des enquêtes dans divers garages et dépôts de transport à travers Redford. Leur enquête a porté ses fruits. Ils ont trouvé le lieu de travail de Monsieur Noder et son employeur, une société locale de transport, a donné son adresse actuelle. Il vivait dans une maison appelée Peacehaven sur Smith Road dans le village voisin de Hayton. Vers 23 h dans la nuit du 7 janvier, un agent a été dépêché pour surveiller la propriété. Peu de temps après, il a vu Frederick Noder marcher vers sa maison. L'agent s'est approché de lui et lui a expliqué que la police menait une enquête sur la disparition d'une jeune fille nommée Mona Tinsley, qui n'était pas rentrée de l'école 2 jours plus tôt. L'agent a montré à Monsieur Noder une photo de l'enfant disparu, mais il a nié toute connaissance, affirmant n'en rien savoir. Invité à justifier ses déplacements le 5 janvier, jour de la disparition de Mona, Monsieur Noder a fourni une explication vague, sans préciser où il était allé ni qui il avait rencontré. Malgré ces dénégations, Monsieur Noder a été placé en garde à vue et escorté au commissariat de Newark pour un nouvel interrogatoire. Là, le chef de la police l'a interrogé, examiné les preuves, puis contacté le directeur des poursuites publiques pour demander l'autorisation d'engager des poursuites. Après avoir reçu l'approbation nécessaire, Monsieur Noder a été inculpé de l'enlèvement de Mona Tinsley. La police a fouillé la propriété de Monsieur Noder à Smith Road, Hayton, et trouvé plusieurs preuves clés. Près d'une citerne derrière la maison, ils ont trouvé un mouchoir identifié comme celui de Mona. À l'intérieur, ils ont trouvé des papiers avec l'écriture et des dessins de l'enfant. Ils ont également trouvé les empreintes digitales de Charles sur la table de la cuisine. Monsieur Noder, cependant, a continué d'insister sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de la jeune fille. Malgré ces dénégations, la police était de plus en plus convaincue que Mona était morte et a élargi ses recherches à la campagne environnante. Encore une fois, des centaines de bénévoles se sont joints aux efforts, aux côtés des policiers et des chiens pisteurs. Et ensemble, ils ont parcouru les champs et fouillé les haies, les cours d'eau et les fossés. Les journaux nationaux ont publié la photo et la description de Mona, exhortant quiconque ayant des informations à se manifester pour trouver un indice sur son sort. Après 3 semaines sans progrès, le chef de la police de Newark, M. Harry Barnes, a demandé l'aide de Scotland Yard. Le 25 janvier, le chef inspecteur Leonard Burt et le sergent détective Scarden sont arrivés à Hayton et ont supervisé une fouille complète de tous les bâtiments, égouts et étangs dans un rayon de 5 km autour de la maison de M. Noder. Ce fut l'une des fouilles les plus vastes de l'histoire britannique, mais elle n'a donné aucune trace de l'enfant. Avant de rentrer à Londres, le chef inspecteur Burt a indiqué aux agents qu'il pensait que le corps de Mona avait sans doute été jeté dans la rivière Idle et possiblement entraîné vers la mer. Il a également conseillé de continuer à suivre toutes les pistes possibles et de revisiter tous les cours d'eau, fermes et propriétés isolées des environs, car quelque chose pourrait encore être découvert. Dans les semaines qui ont suivi, la recherche de la jeune fille s'est poursuivie sans relâche, avec des plongeurs fouillant à plusieurs reprises la rivière Idle. Malgré leurs efforts minutieux et approfondis, aucune trace de Mona n'a pu être retrouvée. Ses parents devenaient de plus en plus anxieux et bouleversés, regardant impuissants chaque jour passer sans nouvelles. La communauté locale observait également de près, partageant l'inquiétude et la tristesse entourant la disparition. Après que la police ait demandé toute information au public, une médium bien connue nommée Madame Estella Roberts s'est manifestée pour offrir son aide afin de retrouver Mona. Elle a fait cela à condition que sa participation reste secrète. Elle a dit aux policiers que s'ils avaient besoin de son aide, ils devaient lui envoyer quelques vêtements que Mona avait récemment portés. Avec l'accord des parents de Mona, les autorités ont autorisé Madame Roberts à aider. Suite à cela, Madame Roberts a déclaré que l'enfant était morte. Elle a décrit une maison entourée d'un fossé d'eau et affirmé que Mona avait passé du temps à recopier quelque chose d'un livre. Ces détails étaient exacts, mais les dessins de l'enfant retrouvés chez Frederick Noder n'avaient pas encore été rendus publics ni communiqués à la presse. Madame Roberts a aussi déclaré que Mona avait été étranglée à l'étage, mise dans un sac, puis transportée jusqu'à une rivière derrière la maison. Elle a dit aux agents « Avec certitude, vous trouverez le corps de l'enfant là-bas ».
Aucun corps n'a été retrouvé et le sort réel de Mona reste à élucider. Le 9 mars 1937, Frederick Nodder comparaissait devant le tribunal de Birmingham Assize, présidé par le juge Swift. Il faisait face à plusieurs chefs d'accusation. L'enlèvement de Mona Tinsley, l'ayant emmené par fraude dans l'intention de priver son père de sa garde, l'ayant attiré et incité à entrer en sa possession, et l'ayant illégalement enlevé et emmené contre la volonté de son père. L'accusation était dirigée par Norman Burkett, tandis que la défense était menée par Maurice Healy. L'accusation a commencé par décrire la disparition de Mona Tinsley le mardi 5 janvier 1937. Ils ont déclaré que Mona était élève à l'école méthodiste de Guildhall Street à Newark. Et après la fin de la journée scolaire, elle avait commencé à rentrer seule chez elle, comme elle le faisait habituellement. Ce jour-là, elle n'est jamais venue, et ses parents ne l'ont plus revue. L'accusation a expliqué le lien de Madame Nodder avec les Tinsley, précisant que Monsieur et Madame Tinsley la connaissaient depuis environ 3 ans, et que Mona et ses frères et sœurs l'appelaient Oncle Fred. Monsieur Burkett a ensuite déclaré que le jour de la disparition de la jeune fille, Monsieur Nodder a été aperçu avec un enfant dans un bus de Newark à Redford, et qu'il avait acheté un billet aller simple pour l'enfant et un billet aller-retour pour lui-même. Madame Maggie Simpson, qui était la voisine de Monsieur Nodder, a témoigné pour l'accusation. Elle a dit à la cour que, le matin du mardi 5 janvier, Monsieur Nodder lui avait demandé s'il pouvait emprunter une bêche et une fourche. Il avait ensuite passé la matinée à jardiner. Elle a dit ne pas l'avoir revu après. 17 heures, elle a vu les lumières allumées dans la cuisine de Monsieur Light et a précisé qu'elles avaient aussi été éteintes. 1 heure plus tard, une autre dame nommée Mademoiselle Doreen Jarman, qui travaillait dans une maison à 2 portes de celle de Monsieur Nodder, a déclaré au tribunal que, le mercredi 6 janvier à midi, elle avait vu une jeune fille debout à la porte arrière de Monsieur Nodder. Elle a dit que l'enfant semblait avoir environ 8 ou 9 ans et portait une robe bleu pâle. Elle a dit qu'après avoir vu la photo de Mona, elle pensait que l'enfant pouvait être elle. Le chef de la police, Harry Barnes, a témoigné de cela. Lorsqu'il a parlé à Monsieur Nodder dans la soirée du 7 janvier, Monsieur Nodder a nié toute connaissance de la disparition de Mona et a fourni une déclaration détaillant ses déplacements ce jour-là. Mais plus tard, le 9 janvier, il a admis qu'il avait vu Mona et qu'elle lui avait demandé de l'emmener rendre visite à sa tante, Madame Edith Grimes, qui habitait à Sheffield. Le chef de la police a ajouté que Monsieur Nodder avait déclaré qu'il avait accepté sa demande à contre-cœur. L'accusé, Frederick Nodder, a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense. À la place, son avocat, Monsieur Maurice Healy, a pris la parole en son nom et a répété la version de Monsieur Nodder. Que Mona n'avait passé qu'une seule nuit dans sa maison et que, le lendemain matin, il lui avait donné 2 shillings ainsi que des instructions écrites et orales pour se rendre chez sa tante à Sheffield. Monsieur Healy a indiqué que son client n'avait pas revu la jeune fille et a demandé au jury de ne pas supposer le pire, suggérant que Mona pourrait encore être en vie et que sa disparition ne devait pas être considérée comme une preuve de sa mort. Lorsque le procès s'est terminé, le jury n'a mis que 16 minutes pour rendre son verdict. Ils ont déclaré Frederick Nodder coupable d'avoir enlevé Mona Tinsley. Dans son réquisitoire final, Monsieur Justice Swift s'est tourné vers l'accusé et a dit « Ce qui est arrivé à l'enfant disparu et ce qu'elle est devenue, vous seul le savez, mais vous êtes resté silencieux. » Puis, regardant droit devant lui, il a condamné Frederick Nodder à 7 ans de prison, à purger à la prison de Lincoln. Le 6 juin 1937, près de 5 mois après la disparition de Mona, une famille en bateau sur la rivière Idle, près de Bortree, a remarqué quelque chose d'inhabituel près de la berge. En s'approchant horrifiés, ils ont réalisé que c'était le corps d'un enfant. La tête et les épaules étaient plongées dans la vase, le bas du corps flottant à la surface. Il semblait que des morceaux de bois et de métal avaient été utilisés pour maintenir le corps immergé et sur la berge. Tout près gisait un sac en décomposition qui semblait avoir servi à le transporter. La police a été appelée et le lendemain, des plongeurs ont fouillé la zone, trouvant un petit manteau et des bottes en caoutchouc d'enfant. La découverte s'est faite à environ 13 km de Hayton, où vivait Frederick Nodder. Le corps a été emmené dans une auberge voisine, où Monsieur Wilfred Tinsley, père de Mona, a reconnu les vêtements de sa fille. Un examen post-mortem a ensuite confirmé que Mona avait été étranglée et qu'elle était déjà morte lorsqu'elle était entrée dans l'eau. La décomposition et les effets de l'immersion ont rendu impossible la détermination d'autres détails médico-légaux, comme savoir si elle avait été violée.
Les funérailles de Mona ont eu lieu le 10 juin 1937 dans son église méthodiste, où elle avait fidèlement suivi l'école du dimanche. La cérémonie a réuni la famille, les amis et des membres de la communauté, tous venus rendre hommage à la jeune fille dont la vie s'était terminée de façon si tragique. Des centaines de personnes bordaient les rues, en silence pendant que son cercueil était transporté de l'église au cimetière de Newark. Des fleurs ont été déposées par les personnes en deuil et de nombreux membres de la foule étaient visiblement émus, reflétant le profond sentiment de perte ressenti dans la ville. À la suite de cela, Frederick Nodder a été inculpé de meurtre. Le deuxième procès s'est ouvert le 2 novembre 1937 au tribunal de Nottingham, suscitant un vif intérêt du public. Une fois de plus, l'accusation était dirigée par le célèbre avocat, Monsieur Norman Burkett, tandis que la défense était à nouveau assurée par Monsieur Maurice Healy. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés lors de la procédure d'enlèvement, mais cette fois, les enjeux étaient bien plus importants. Monsieur Nodder était maintenant accusé de meurtre. Dès le début, Monsieur Healy a clairement indiqué que la défense maintiendrait l'innocence de Monsieur Nodder. Il a affirmé qu'aucune raison rationnelle ne poussait son client à tuer la jeune fille, et a rappelé que Monsieur Nodder avait admis avoir mis l'enfant dans le bus pour qu'elle visite sa tante à Sheffield. Il n'avait ni raison ni envie de lui nuire. La défense a avancé la théorie que Mona aurait pu rencontrer une autre personne après s'être séparée de Monsieur Nodder, et que cet individu inconnu pourrait être responsable de sa mort. Monsieur Healy a ensuite réitéré qu'il n'y avait aucun témoin direct, aucune confession ni aucune preuve matérielle plaçant Monsieur Nodder sur les lieux du meurtre. Cependant, Monsieur Burkett, pour l'accusation, a insisté sur le fait que toutes les preuves ne désignaient personne d'autre que l'accusé. Contrairement au premier procès, cette fois, Frederick Nodder a choisi de témoigner pour sa défense. Il a répété l'histoire racontée lors de son arrestation en janvier 1937, affirmant avoir vu Mona pour la dernière fois en la laissant à Worksop, après l'avoir mise dans un bus en direction de Sheffield, où elle devait rendre visite à ses tantes. Il a déclaré au tribunal qu'il ne l'avait plus jamais revue et a nié toute implication dans sa disparition ou sa mort. Interrogé par l'accusation et la défense, il a affirmé qu'une personne inconnue avait dû faire du mal à l'enfant. Après qu'elle ait quitté sa garde le 6 janvier, l'accusation a travaillé à démanteler cette version des faits. Un témoin clé, le contrôleur Monsieur Charles Revel, se rappelait avoir vu Monsieur Nodder avec Mona dans son bus. Le 5 janvier, il a confirmé que Monsieur Nodder avait pris un aller-retour pour lui et un aller simple pour l'enfant. Pour l'accusation, ce détail montrait que Monsieur Nodder n'avait jamais prévu que Mona fasse le voyage retour. Le pathologiste Sir Bernard Spilsbury a fourni un témoignage d'expert qui a clairement établi la cause de la mort de Mona. Il a expliqué qu'elle avait été étranglée par derrière avec une corde ou un lacet serré fermement autour du cou jusqu'à perte de connaissance. Il a déclaré que les marques sur son cou et les profondes morsures sur sa langue indiquaient qu'elle s'était débattue désespérément pendant l'attaque. Le procès n'a duré que 2 jours et le jury a délibéré un peu plus d'1 heure avant de déclarer Monsieur Nodder coupable de meurtre. Il a montré peu d'émotion et a gardé une attitude calme et détachée, bien qu'il y ait eu un léger sourire, presque résigné, sur son visage lorsque le verdict a été prononcé. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait dire quelque chose avant que la sentence ne soit prononcée, il a répondu d'une voix calme « Je quitterai ce tribunal, la conscience tranquille ». Frederick Nodder a alors été condamné à mort. Il a toujours nié avoir tué Mona Tinsley et maintenu son innocence durant toute la procédure. Son équipe de défense a tenté d'annuler sa condamnation à mort, arguant que les preuves étaient purement circonstancielles et insuffisante pour prouver sa culpabilité, au-delà de tout doute. La défense a également affirmé qu'il existait des circonstances atténuantes et des incohérences dans l'affaire qui justifiaient une réévaluation. L'appel a été entendu le 13 décembre 1937, mais après réexamen, il a été rejeté. La cour d'appel a confirmé que les preuves présentées lors du procès étaient suffisantes pour maintenir la condamnation, laissant la peine initiale inchangée. 17 jours plus tard, le 30 décembre 1937, Frederick Nodder a été pendu à la prison de Lincoln. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.